Et on enregistre. Bonjour à tous ou bonsoir à ceux qui nous écoutent pour cette troisième vidéo de la série Collectif EDF, j'ai failli dire Road to Atlanta, où on fait des interviews des membres du collectif au sens large, que ce soit les joueurs, les coachs, le staff qui participe à tout le travail dans l'ombre du collectif, que ce soit sur la logistique, l'organisation de scrim, etc. Pour que en fait, la communauté puisse connaître les membres de cette équipe de France qui font notre renommée et notre force à l'international. Le fait qu'on ait une grande base de joueurs, un grand collectif qui travaille à pousser les 8 joueurs qui iront au WTC vers le haut et pour leur donner la meilleure préparation possible, que ce soit sur de la lecture de méta, de l'analyse de listes, faire punching ball pour faire des répétitions sur tel ou tel match-up, ou peut-être faire partie des 8 qui iront à Leoben cet été en Autriche. Et donc pour cette troisième vidéo, on reçoit Lucas, que certains connaissent, je pense, dans le Grand Est et ailleurs aussi, vu qu'il bouge pas mal. Je te laisse te présenter très très rapidement, et puis ensuite, très généralement, et puis je poserai des petites questions un peu précises pour ce qui nous intéresse par rapport à 40K, la compète, l'équipe de France, et ainsi de suite. Allez, du coup, c'est vrai que vous m'avez peut-être vu déjà sur un format Road to Atlanta. Donc moi, je m'appelle Lucas, je suis joueur dans le collectif EDF depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. Je joue à 40K en compétitif, je pense, depuis ouais, peut-être 6-7 ans, peut-être 8 ans, je me rappelle plus exactement. J'ai commencé sur la V8, c'était plutôt cool. C'était encore à l'époque où il y avait Noack Taverne à Paris. Euh, Parce que un de mes premiers tournois compétitifs, c'était là-bas. Donc du coup, moi, je joue plusieurs armées. Au début, j'avais des Space Marines comme tout le monde, et puis j'ai fait l'acquisition de Tyrannides, qui ont été ma faction principale pendant pas mal de temps. J'ai étoffé la gamme des Tyrannides avec du Gen Cult, et c'est ensuite devenu ma faction principale. Et après, il y a d'autres armées que j'ai apprécié jouer au fur et à mesure des versions. Les Sista, le Tau, le War Eater et l'Astra Militarum. Donc ça, c'est des armées que j'ai eues à des moments, que j'ai joué un peu, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que mes factions principales, celles que j'ai le plus joué, sur la V10 notamment, c'est le Tyrannide et le Gencult. Et le Gencult, ouais, c'est 90% de mes games en V10, quoi. Non, peut-être pas 90% parce que j'ai quand même pas mal joué de Tau et Astra. Mais allez, on va dire 80% de mes games en V10, c'est du Gencult. Et moi, je suis principalement un joueur Gencult. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en fais partie. Voilà. Je fais partie d'un petit club très fermé. Des gens qui se font pigeonner et qui achètent une des armées les plus chères du jeu avec des figurines qui sont toutes pareilles. C'est vrai qu'il y a l'ADMEC aussi pour ça. Mais du coup, pas mal d'infos, puis on va détailler un petit peu tout ça. 40K, 40K, et puis le compétitif de 40K, comment t'es tombé dedans, comment t'as découvert, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en compétitif et de faire du tournoi. Et du coup, en fait, moi, j'ai commencé 40K vers l'adolescence. Avec des potes, on a acheté des boîtes de jeux de base. C'était Bataille pour Macrag. Donc, il y avait des Tyrannides et du Space Marines dedans. Et j'avais pris les Space Marines. C'est mon pote à l'époque qui avait pris les Tyrannides. Et au final, bon, on a un peu laissé tomber parce que les règles, l'investissement de base en termes de lecture de règles, de peinture et tout, c'est rédhibitoire Quand t'es ado, ouais. entre 13 et 15 ans. Voilà, et puis après, je me suis remis un peu en V8 quand j'étais en coloc avec Sephora, une amie qu'on a en commun. Et Oui, elle jouait beaucoup à 40K à l'époque. Et en fait, on s'y est remis un peu vers la fin de la coloc. Quand elle allait partir, on s'est remis un petit peu à jouer à 40K ensemble. On a fait quelques tournois à l'association où on était en Haute-Marne à l'époque. Et après, moi, ça, j'ai bien accroché aux jeux compétitifs. Et ensuite, comme j'ai dit, j'ai acquis une armée de tyrannides. Je me suis, petit à petit, je me suis fait une belle collection qui a été étoffée avec du bien culte. Et puis, au bout de 3-4 ans, j'ai commencé quand même à faire des petits résultats, à bourlinguer un peu, à faire des tournois dans différents endroits. Et j'ai rencontré un groupe de joueurs de l'Est qui s'appelle les Fuseurs Lorrains, qui sont mon équipe de Ligue 2 actuelle. Et ils m'ont donné ma chance euh, pour, euh, pour jouer. À l'époque, c'était le D2 avec eux. Et du coup, après, moi, je les ai plus quittés parce qu'en fait, on a une très bonne ambiance d'équipe, quoi. Et on se marre bien, quoi.
Et du coup, ouais, on a fait D2, une, deux, et là, ça va être peut-être notre troisième Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Non, ça va peut-être être notre quatrième Ligue C'est 2. la quatrième, ouais. Ouais, donc ça fait la cinquième saison que je suis avec eux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une équipe, bah, c'est une équipe de copains. Donc, bon, bien entendu, tu as des allées et venues, tu as des gens qui quittent le jeu, tu as d'autres personnes qui arrivent, qui rejoignent le groupe, comme j'ai pu le faire. Mais c'est une équipe, une petite équipe de copains et qui a quand même progressé parce que en fait, à chaque fois, à chaque saison qu'on a fait, on a petit à petit progressé en termes collectifs. Et tant et si bien que l'année dernière, la saison dernière, on est allé au Playoff Ligue 1 et on aurait pu monter, mais nous n'avons pas transformé l'essai. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est plutôt plaisant parce qu'en plus d'être avec des gens avec qui on s'entend bien, bah, petit à petit, on progresse tous les ans et on prend du plaisir. Voilà. Mon parcours pour le moment. Et puis après, moi, je suis beaucoup un joueur solo parce que le jeu d'équipe, je l'aime beaucoup avec mon équipe des Futurs Lorrains. Ça m'arrive aussi de mercoter pour d'autres équipes parce que je trouve que la communauté, elle se prête quand même pas mal à ça, hein. J'avais fait une Med Cup avec les Wargamers, on s'était bien marré aussi. Enfin, ça m'est arrivé de mercoter pas mal. Et à chaque fois, ça a été des bonnes expériences et du bon XP. De toute manière, c'est des qualités qu'il faut avoir pour jouer avec le collectif équipe de France parce qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas vraiment en fait. Oui. Que moi, j'évolue pas en Ligue 1 comme la plupart des joueurs du collectif. Donc, il y a pas mal de joueurs que je connais un peu sur Discord, mais que je connais pas vraiment humainement. Et en fait, bah, quand on part faire des tournois en équipe avec le collectif EDF, c'est là qu'on se découvre. Ou parfois, ça peut être sur des tournois solo. Et moi, voilà, je suis un gros joueur de solo. Et j'ai fait pas mal de tournois partout en France. C'est le côté ouest de la France. Je l'ai pas encore trop visité. La Bretagne, la Bretagne, Bordeaux, tout ça. Je suis pas encore allé trop en tournoi dans ces coins-là. Mais j'ai fait la Normandie. D'ailleurs, il y a un bolter là, juste derrière moi, là. Mm. Et juste derrière mon doigt, c'est formidablement fait. C'est le trophée du Normandie GT, où j'ai participé deux fois. C'est un super tournoi. Et malheureusement, cette année, je ne pourrais pas y aller parce que c'est le match retour de la Ligue 2 qui se joue ce week-end-là. Mais c'est un super Open à faire. Et après, bah, le Fromel Open avec les copains du Nord, Verne, Got, qui sont vraiment super sympas. Et puis, on vit bien là-bas, on s'entend bien. Et puis après, bah, d'autres Open, l'Occitanie, l'Octopoutre. Bien entendu, moi, je suis un joueur de l'Est. Du coup, bah, l'Ogre, l'Open du Grand Est, dans lequel on mange des flamencos et où il y a un prix du bar que vous n'aurez jamais parce que dans l'Est, on picole trop. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai pas mal bourlingué en France et puis un petit peu à l'étranger. J'ai fait le LGT deux fois. Euh, j'ai fait le LBO une fois que j'avais pas trop apprécié à l'époque. J'ai un peu trop fait du LBO parce que j'avais ramené une faction un peu bizarre et du coup j'avais fini Best in Faction. Alors j'étais le 200e, hein. Il n'y avait pas de perf, hein. Il n'y avait pas de perf du tout. C'est juste que je jouais Force of the Hive Mind et en fait je jouais du Tyrannie des du culte et il y avait personne qui jouait ça et j'étais le meilleur dans les 5 gars qui devaient jouer ça, quoi. Donc j'ai eu un petit trophée de Best in Faction. À l'époque ça m'avait pas trop plu LBO, mais là j'ai vu les screens de cette année là, certains streams et tout. Et j'ai vu qu'ils étaient passés sur un format de terrain Games Workshop. Et le gros problème du LVO, c'était en fait le format de terrain parce qu'ils avaient Ouais, un format ouais, de ouais. terrain maison et avec où tu plaçais les terrains, c'était un peu merdique et tout. Et là, franchement, en format Games Workshop, je trouve que ce tournoi regagne de l'intérêt. Le seul point négatif, c'est que c'est à Vegas et que c'est un peu, c'est pas la ville que j'affectionne le plus à l'idée de visiter aux États-Unis. Mais voilà. Donc le LVO, le LHC, et après, Atlanta. bah, j'ai fait un peu des Warhammer Masters. J'ai fait deux fois Atlanta. C'était super, hein, vraiment de loin le meilleur tournoi solo que j'ai eu l'occasion de faire parce que c'est chill, c'est détente et puis les gens sont vraiment super sympas. Et ils étaient encore plus sympas cette année-là, mais on a eu l'occasion d'en parler. Et puis bah du coup, ça c'est les tournois solo, mais du coup depuis 3 ans je suis dans le collectif EDF. J'ai commencé modestement en faisant quelques scrims pendant la saison il y a 2 ans, sous Percastor. Là, sous Zeka, euh, on a fait quelques scrims aussi et j'avais pu participer à l'Euro Trash Cup aux Pays-Bas, Ouais. où on s'était bien marré aussi. Et là, du coup, bah, sous le nouveau mandat de sélectionneur de PR Castor,
Euh, Là, pour le moment, j'ai pas fait de scrim encore parce que la plupart des scrims qui se sont lancés, ils se sont lancés pendant que j'étais aux États-Unis, donc j'étais pas trop dispo. Par contre, j'ai pu participer à l'Alpine Cup, d'où on a notre petite médaille de troisième ici. Là, on espère qu'on fera mieux pour les prochains tournois, mais on a quand même bien commencé la saison. Et donc, ouais, j'ai fait quelques tournois en équipe avec la sélection française pour le moment. Mais là, du coup, pour cette saison-là, on, on commence. Là, il y a la période de Ligue 1. La Ligue 1, c'est ce week-end. Du coup, Ce il y a week-end, un ouais, petit tout à fait. ralentissement de l'activité et ça va repartir très, très fort après. Mais du coup, voilà. Moi, pour le moment, c'est ce que j'ai pu faire au niveau de ma contribution au niveau de l'équipe de France, que l'équipe de France m'a apporté, c'est de l'expérience internationale pour le moment. Et puis, bah, petit à petit, j'ai l'impression quand même de prendre un peu plus de niveau et d'avoir plus l'habitude de jouer contre des adversaires internationaux, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup joué contre des joueurs anglo-saxons, des Anglais, des Américains. Et l'avantage des tournois qu'on fait avec l'équipe de France, c'est qu'on va rencontrer plutôt des joueurs européens, euh, la Hollande, la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, tous ces pays-là que j'ai pas pu côtoyer en faisant des tournois comme le LGT ou le LBO ou Atlanta. Et que tu croises plus Donc, facilement au WTC. ouais, tu croises plus facilement au WTC ou War Master, mais parfois toutes ces équipes-là viennent pas au War Master, donc c'est vrai que les 2 années où j'ai fait le War Master, on a beaucoup joué entre Français avec certains joueurs d'autres pays, mais voilà. Donc voilà mon modeste parcours qui, pour le moment, me satisfait pleinement parce que je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu et ça me consomme pas mal de temps, mais c'est un hobby qui me satisfait. Enfin, c'est tout le temps des expériences humaines qui sont exceptionnelles et du coup, en fait, ça m'épanouit vraiment et du coup, je continue. Tant que ça me plaît, je continue, quoi. Bah oui, puis c'est un modeste parcours, comme tu dis, mais qui est quand même bien rempli, avec des bonnes réussites, avec des voyages, avec des rencontres, Mm. avec du jeu à haut niveau, donc c'est déjà pas mal, je pense. Mm. Faut le dire. Et du coup, question un peu con, enfin, que con pas forcément, mais question faction. Pourquoi le culte Gene Stealer? Vu que c'est joué par Euh, très peu de monde, donc la question se pose, on va dire. Ouais, alors en fait, c'est vrai que moi à l'époque, le culte de Gene Stealer, quand je jouais Tyrannide, c'était une époque, c'était la V8, la V9, on pouvait encore faire pas mal de soupes à l'époque. Et en fait, bah, le Tyrannide, il était satisfaisant à jouer pour moi parce qu'à l'époque, il jouait la phase de psy, la phase de tir, la phase de cac. Mais parfois, il lui manquait certains outils. Et en fait, le culte Gene, ça a commencé pour compléter stratégiquement mon armée de Tyrannide et m'apporter des outils que les Tyrannides n'avaient pas. Et petit à petit, en fait, c'est un gameplay de faction qui m'a vraiment plu à part entière. En V8, V9, c'est beaucoup du corps à corps. C'est principalement du corps à corps. Enfin, sur la V9, après, il y a eu pas mal de tirs. Mais au début, en V8, quand j'ai commencé, c'était vraiment une armée de CAC. C'était une armée nerveuse de trade. Et à l'époque, c'était vraiment des trucs où tu faisais un 3 point à ton adversaire et puis tu avais fini la partie parce qu'il pouvait plus sortir de ton 3 point. C'était un peu débile. Mais j'aimais bien à l'époque le gameplay nerveux. Et c'est pour ça à l'époque d'ailleurs que j'avais joué Sista parce que c'était un gameplay similaire avec des unités de trade plutôt fiables, qui faisaient des advances et charges, qui tuaient tout et qui coûtaient pas grand chose. Et du coup, c'était un gameplay que j'aimais bien faire. Et par la suite, en fait, ma collection s'est étoffée et j'ai toujours bien aimé le gameplay en fait parce que le culte Stealer pour moi c'est une armée qui a toujours pu avoir la prétention qui, en dépit du fait d'être dur à jouer et d'être très consommatrice du cerveau, elle n'avait jamais vraiment de hard counter à mon sens. Tu vois, j'ai toujours eu l'impression quand je joue en culte, parce que dans une optique de joueur solo, parce que je joue beaucoup en solo, en jouant en culte, j'avais toujours l'impression que quel que soit le match à peu près où j'allais rentrer, j'allais toujours avoir une chance de gagner. Alors qu'avec d'autres armées, tu avais beaucoup plus de counter et tout. Et le culte qui me satisfaisait pour ça, c'est sa polyvalence, sa capacité à être une armée qui était dure à jouer, mais qui pouvait récompenser au sens où c'était pas une armée nécessairement qui allait mettre des culs, mais c'était une armée qui allait pouvoir pas être ridicule sur beaucoup de matchs et qui allait permettre une espérance de victoire sur beaucoup de matchs. Et ça, c'est un truc que je recherche comme qualité dans une armée. J'aime pas avoir une armée qui est, tu sais, qui est trop polarisée. Qui est Hmm. trop polarisée, où tu te dis, bon, bah voilà, ça, je vais éclater, puis cette armée-là, je vais me faire éclater. J'aime pas trop ça. Et le culte, bah, depuis que je le joue, il a toujours eu cette vertu.
d'être quand même plutôt polyvalent. Et il m'a toujours donné satisfaction de ce côté-là. Et ça m'a toujours plus ou moins satisfait. Après, bah, quand il était moins fort, c'est là que j'ai considéré d'autres armées, bah, notamment la garde impériale, toujours dans cette optique de soupe, tu sais, d'avoir vraiment une collection complète, parce que bah, le tyrannide appelle le culte, et le culte appelle la garde impériale. Donc du coup, c'est un ensemble, on va dire. Mhm. C'est un ensemble de factions. Euh, mais après, j'ai eu d'autres armées un peu plus différentes, comme les Tau, les War Eaters. Euh, des Sithins. Et en fait, ça c'est arrivé à des moments de jeu où le culte était pas très fort, où il avait beaucoup de contre, où il avait perdu une forme, on va dire, il avait perdu un peu de sa superbe, il était vraiment devenu un peu trop difficile à jouer et il récompensait pas assez en termes de résultats sur les parties. Et donc, du coup, bah, j'ai un peu trompé, quoi. J'ai un peu fauté avec d'autres armées. Et c'est pour ça que j'ai joué quelques autres armées. Mais en fait, moi, tant que le culte est jouable, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer cette armée-là. Et bah, d'ailleurs, la plupart Messista, je les ai pas sortis de la V10. Euh, mes War Eaters, je les ai quasiment pas joués de la V10. Les Tyrannides, je les ai joués un peu au début de la V10. Les Taux, je les ai joués 3-4 mois. L'Astra, j'ai joué 3-4 mois. Et sinon, vraiment, sur toute la V10, j'ai quasiment tout le temps joué culte. Parce que ça a tout le temps été quasiment jouable. Et j'ai fait les deux Atlanta que j'ai fait, je les ai fait en culte. Même si le premier Atlanta était beaucoup plus dur. Le dernier War Master, j'ai fait en culte aussi, même si le culte à l'époque, c'était un peu de la merde, hein, faut l'avouer. Et je me suis pris cul sur cul. Mais voilà, c'est vrai que en dépit du fait que l'armée puisse être moins forte, j'aime quand même toujours jouer cette armée-là qui est très impersonnelle aussi parce que tu as les persos qui sont stylés, mais la plupart des unités, en fait, c'est toujours les mêmes gus, quoi. C'est des Mhm. gus qui prennent un fusil ou une clé à molette qu'ils ont piqué au chantier et puis ils vont renverser les oppresseurs avec ça, quoi. Donc, c'est une armée qui est peut-être, il manque un truc, tu vois, genre quand tu joues Space Marines, quand tu joues Custodes ou d'autres armées, tu peux dire, ah là, j'ai mon perso, ou quand tu joues Eldar, tu dis, ah là, j'ai mon perso, il est fort et il va détruire une unité, il va tanker, tout ça. En culte, t'as pas ça. Tu vois, t'as des persos qui sont très spécifiés, qui ont leur rôle, qui ont tous un rôle dans la révolution menée par le culte de Genestealer. Mais hormis le patriarche ou l'abominant, pas vraiment de persos qui sont vraiment forts au corps à corps, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un petit côté frustrant en culte, c'est que c'est des unités un peu impersonnelles qui vont avoir le plus d'impact. Et les persos, ils sont vraiment là pour synergiser, quoi. On Ouais, n'aura mais pas en culte, t'as pas de. à Vas-y. côté de ça, je dirais que c'est je pense à l'ADMEC aussi, ce genre d'armées de Mm. niche qui sont jouées par peu de monde, mais où tu vois vraiment, elles sont vraiment gratifiantes parce que tu vois le niveau du joueur. De l'ADMEC ou du culte Mm. mal joué, ça va être très nul, et bien joué par quelqu'un qui exploite les tricks de mouvement, qui exploite la boîte à outils de l'armée, ça peut être très Mm. fort, surtout si t'as pas l'expérience de jouer contre ce match-up là. Et c'est là que Ouais. tu peux sentir en fait l'évolution du joueur et son niveau, et que ça se retranscrit sur la table. Et justement, ça amène un petit peu à la transition que je voulais amener là-dessus. Par rapport au collectif EDF, est-ce que tu penses que ton expertise sur le culte, ça apporte une plus-value dans le sens où il faut que le collectif s'entraîne contre cette armée parce que même si elle est rarement sur les tables de jeu, elle peut surprendre. Est-ce que toi tu Ouais. envisages que... alors je sais que c'est dur de se projeter parce que tous les codex ne sont pas encore sortis, il y aura encore une ou deux dataslets d'ici le WTC, donc la méta peut évidemment changer, mais est-ce que toi tu envisages peut-être du culte comme septième ou huitième codex, je sais pas, pour créer, polariser un peu un roster de l'équipe de France? Comment tu envisages en fait la suite de la saison pour toi dans le collectif? D'autres événements internationaux, Le, peut-être essayer de faire partir des 8. le culte, en fait, il met une sorte de pression psychologique aux gens. Parce que, en fait, c'est bizarre, mais tu vois, culte, c'est un peu comme Eldar, quoi. Tu vois, les gens, quand ils voient Eldar, même si c'est nul, tu vois, ils vont avoir un réflexe de s'être fait bolosser pendant 8 versions par des Eldar et vont dire, oh, Eldar, c'est chiant et tout. Même si c'est nul, même s'ils se sont fait nerfer 15 fois et qu'ils sont devenus nuls, t'as une pression psychologique qui existe avec certaines armées. Et le culte, en général, il fait cette pression-là parce que les gens n'ont pas souvent l'habitude de jouer contre et ils ont beaucoup d'a priori sur la faction. Et souvent, la méconnaissance que les gens ont sur le culte
c'est vrai que ça peut amener des faux estimés ou des faux partis pris pendant une partie. Mais en général, au WTC, il faut quand même s'attendre à des, euh, des équipes qui seront très très au fait de ce que fait cette armée, ou qui en tout cas auront des joueurs assez bons pour s'adapter en fonction des éléments qui vont leur être fournis avant la partie et pendant la partie, pour bien s'adapter à ce que l'armée peut faire. Mhm. Le culte, à mon sens, il a vraiment un avantage. Le codex est vraiment riche. À l'heure actuelle, bon, tu as, plusieurs détachements. Tu as le Host, le Biosanctic, le Xenocrid, le Brood Brother, le Final Day et le Celui de Noël. truc des motos, le Mhm. Hot Rider. Et en fait, à l'heure actuelle, le Hot Rider est un peu moins bon. Il était très bon au début de la version, il est un peu moins bon maintenant. Le Xenocrid est un peu enterré, il faut l'avouer. Le Brood Brother n'a pas été trop joué et malheureusement il souffre de certaines lacunes. Mais par contre, tu as le Biosanctic, le Final Day et le Host qui sont super forts et qui proposent un gameplay très différent l'un de l'autre, même si le Final Day et le Biosanctic c'est un peu pareil, avec des gros guillemets, et que Host of Ascension, il est vraiment plutôt différent de ces deux détachements-là. Les deux précédents étant plus du corps à corps et Host of Ascension étant plus du tricks et un mix entre du tir principalement et un peu de corps à corps. Et donc étant plutôt une armée sur plusieurs phases avec un peu plus de tricks que les deux autres détachements. Donc le Codex Cult, il est assez riche. Il propose différents gameplays. Et à l'heure actuelle, bah, si tu regardes ce qui se passe sur le jeu, tu as le Biosanctic qui a fait des bons résultats en équipe parce qu'il est quand même plutôt polarisant sur une matrice. Il a des matchs qu'il arrive à enfoncer et d'autres matchs où il perd pas trop. Tu as le Final Day qui s'annonce comme étant un très bon détachement. Le seul bémol, c'est qu'il va occuper le Tyrannide, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir un Final Day et un Tyrannide dans les rosters. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un vrai parti pris quand tu vas le prendre dans un roster de 8. Et après, tu as le host qui s'avère être pas une armée qui enfonce ses match-ups, mais qui est une armée qui nule bien, quoi. Ça a une bonne vertu dans un roster, en fait, c'est le genre d'armée que tu envoies pour absorber un peu les match-ups défavorables de l'équipe, qui est quand même plutôt favorable sur certaines armées qu'en général en équipe, t'as envie de pouvoir contrer. Donc le host, c'est vraiment un petit couteau suisse qui est quand même pas trop mal dans une matrice. Il va pas ramener beaucoup de points, mais il va pouvoir tenir le même rôle, par exemple, que l'année dernière, Le Gul avait avec sa Death Guard. La Death Guard qu'il avait, c'était une armée qui devait absorber des matchs défavorables pour que les autres puissent mettre des culs. Et le host, c'est un petit peu ce genre de ressources. Sachant que, à contrario de la Death Guard, qui avait vraiment des matchs sur lesquels il pouvait pousser très fort, le host, en général, il ne pousse pas très fort, de par Hmm. sa structure de jeu. Mais le culte, il a, voilà, à la période à laquelle on parle, en janvier 2025, le GSC est pas trop mal dans la méta. Il a des vertus en équipe, en fonction des détachements que tu prends. Et il a toujours été historiquement très très fort pour contrer les Eldar. Et Comme le bah, codex les arrive. Eldar, c'est pas la prochaine armée à sortir. Dès que tu as des leaks, les gens commencent à se faire dessus en disant ah, les règles sont pétées et tout. Donc voilà, si le culte est toujours un chasseur d'Eldar, peut-être qu'on aura besoin de chasser des Eldar. Ça se tient. Euh, Il y a une forme de logique. voilà, c'est une forme de logique. Donc moi, je pense que c'est une armée sur laquelle il faut être entraîné, bien entendu. Ouais, ouais, C'est une ouais. armée, je pense, qui peut être intéressante dans un roster de 8. Et dans tous les cas, même si elle n'est pas prise dans le roster de 8, il faudra un minimum d'entraînement dessus. Par exemple, bon, cette année, en 2024, il y avait zéro culte dans les rosters, quasiment, il y avait zéro culte. Mais en fait, il y a 2 ans, il y avait des cultes dans tous les rosters. C'était l'époque, c'était le début de la V10 où les Eldar étaient surpétés. Et en début de cela, sur 40 équipes, tu avais 38 rosters avec des Eldar et 40 avec du culte. Parce que le culte, c'était censé être le contre des Eldar. Mais par contre, le culte en général, c'est une armée contre laquelle tu progresses vraiment beaucoup sur le résultat de la partie en fonction de ta connaissance des match-ups. Et le culte n'était pas aussi fort que l'Eldar contre les autres armées, mais il avait la capacité de neutraliser les Eldar. Et en plus, bah, l'avantage, c'était que quand tu t'entraînais à jouer contre du culte,
t'arrivais à bien t'en tirer sur ta partie, alors que même si tu t'entraînais contre un Eldar à l'époque, en général, tu te faisais ouvrir le cul, quoi. Ouais, Donc, c'est plus difficile. ouais. Mais donc, ouais, le culte, je pense que voilà, c'est une armée, si elle est présente dans les rosters, il faut avoir de l'entraînement contre, parce que plus on est entraîné contre du culte, plus on va réussir à limiter l'écart sur le match. Et donc, du coup, je pense que c'est plutôt intéressant de garder un entraînement contre le culte, même si on ne le sélectionne pas dans le roster de 8. Voilà. Ça marche. Bah écoute, ça résume assez bien moi toutes les questions que je voulais te poser. On arrive doucement. Enfin, on a dépassé les petites 25 minutes de vidéo. Est-ce que toi tu souhaites C'est pas aborder trop. un... Mais non, non, c'est ok. Ça va être la moyenne, je pense, des interviews à venir, de toute façon. 15-20 minutes, c'était beaucoup trop ambitieux. Est-ce que toi, t'as un petit sujet, un petit message que tu veux faire passer, profiter du créneau? Moi, je fais un rapide rappel sur la boutique de l'équipe de France, dont je mettrai le lien en description, qui sert à soutenir le collectif pour lui permettre de se déplacer sur les événements internationaux pendant la saison et d'être plus stable sur ses appuis pour le WTC à venir en Autriche cet été. Donc si vous souhaitez soutenir l'équipe de France en achetant un maillot, en achetant des goodies, n'hésitez surtout pas. Le prochain maillot pour la saison 2025 devrait arriver, je pense, incessamment sous peu. Je ne peux pas vous donner de date ou de créneau, mais je sais que ça ne devrait point tarder. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la boutique de temps en temps, et puis je te donne la parole pour clôturer la vidéo. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. C'est plutôt important parce que là, sur cette année, la sélection a quand même un objectif assez ambitieux de faire quand même pas mal de tournois internationaux. On a commencé avec l'Alpine. Là, dans quelques semaines, il y aura une délégation qui ira à la Pyra Cup. Mhm, En mars, il y aura une délégation qui ira à l'Eurotrack Cup. Il y aura d'autres Pyra Cup par la suite. Il y a d'autres tournois internationaux qui sont prévus. Mais en gros, la sélection de Zeka avait proposé un certain nombre, je me rappelle plus exactement, je crois qu'il en a fait 3, 4, et la sélection de Castor ambitionne d'en faire un ou deux de plus. Donc je pense que voilà, soutenez l'équipe. C'est une équipe qui est quand même fournie. On est une quarantaine. Il y a quand même pas mal de nouvelles têtes qui sont rentrées dedans. Et bah, en fait, ça permet de former aussi les talents de demain, quoi, d'avoir tous ces nouveaux qui sont rentrés, qui sont très prometteurs, et de leur donner leur chance, bah, justement, d'aller faire un tournoi international. C'est un truc que vous avez les moyens de faire en contribuant à la cagnotte. Donc, bah, si vous voulez nous soutenir, je pense que c'est une bonne manière de le faire. Surtout bah, tôt avant le WTC, parce que ça nous permettra d'être bah, plus serein pour l'organisation d'un maximum de tournois internationaux. Et après, je fais quand même un petit coucou à mes potos des Fuseurs Lorrains. Et j'en profite pour faire des bisous aux gens du collectif de l'équipe de France qui vont bien s'étriper ce week-end à la Ligue 1. Moi, je les regarderai tranquillement. Et en attendant, bah, voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans un tournoi. Si vous faites des tournois nationaux ou internationaux et qu'on se croise, n'hésitez pas à venir me parler. J'ai beaucoup parlé avec des gens, surtout quand ils m'expliquent qu'ils jouent culte et qu'ils ont besoin de conseils ou qu'ils veulent mon avis là-dessus. Je suis toujours je prends beaucoup de plaisir à donner des conseils sur cette arme parce que c'est une faction que je trouve qui est quand même pas facile d'accès et c'est toujours bien d'avoir deux, trois tips quand on entre sur cette faction-là. non, carrément, carrément. Voilà. Bah, comme ça, le message est passé. De toute façon, moi, je te reverrai à minimum un autre match retour et j'essaierai de t'éviter comme la peste au pairing. Peut-être que, Peut-être que je jouerai peut-être que Eldar, je serai plus un peut-être. Hunter. Peut-être que je serai plus un Hunter, hein. Je sais pas, hein. Peut-être. En tout cas, merci à toi pour ton temps et pour l'interview. Et puis, du coup, bonne journée ou bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent en rediffusion. Et je coupe l'enregistrement.